nouvelle majorité. Et on va écouter la Première ministre Elisabeth Borne. Président de la République, j'ai mené des consultations avec les forces politiques, les groupes parlementaires, les élus locaux et les partenaires sociaux pour bâtir une feuille de route gouvernementale et un agenda législatif. Ce matin, je les ai présentés en Conseil des ministres. Pour les 3 prochains mois, je souhaite d'abord accélérer la mise en œuvre des engagements du Président de la République. C'est l'une des marques de notre action depuis 6 ans. Nous avons pris des engagements devant les Français, nous les respectons. Nous nous appuyons sur un bilan et des résultats solides. Le taux de chômage a baissé de près de 3 points par rapport à fin 2016. 1,7 million d'emplois ont été créés. Nous avons baissé les impôts pour les entreprises comme pour les ménages, rendu son attractivité à la France et engagé des progrès sociaux majeurs comme le versement automatique des pensions alimentaires ou le reste à charge zéro, dont 11 millions de Français ont d'ores et déjà bénéficié. Depuis juin dernier, alors que beaucoup nous prédisaient l'immobilisme et le blocage, le rythme des réformes n'a pas ralenti. Nous sommes parvenus à agir et rassembler des majorités autour de sujets majeurs comme le pouvoir d'achat, la déconjugalisation de l'AAH, la transition énergétique ou les moyens de nos forces de l'ordre. Ce que nous disons, nous le faisons et nous continuerons à avancer. Ensuite, cette feuille de route répond directement aux inquiétudes et aux attentes des Français. Aujourd'hui, que demandent nos compatriotes ? Des solutions concrètes, des actions qui changent la vie, des réponses aux grands défis de notre temps. Lors de chaque déplacement et dans chacun de mes échanges avec les élus locaux et nos concitoyens, je mesure ce qui sépare parfois la décision politique de sa mise en œuvre concrète. Cet écart nourrit la défiance de nos compatriotes et les discours des populistes. Ils y cherchent une rente électorale. J'y vois un défi à relever. Chaque mesure que nous mettons en œuvre, chaque décision que nous prenons doit régler un problème, améliorer le quotidien. Je ne crois qu'aux résultats. Nous devons en obtenir dans tous les domaines et je souhaite qu'ils soient concrets, tangibles, visibles pour les Français. Enfin, cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Avec les parlementaires, nous souhaitons échanger le plus en amont possible sur chaque projet et bâtir des majorités avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, sans regarder nécessairement du même côté. Avec les partenaires sociaux, nous voulons renouer un dialogue apaisé et constructif et leur laisser plus d'initiative et de responsabilité. Avec les élus locaux, nous bâtissons en commun des agendas territoriaux. Je souhaite donner aux territoires plus de marge de manœuvre pour adapter les règles nationales aux réalités locales. La différenciation et l'adaptation sont des clés pour notre réussite. Mesdames et messieurs, notre feuille de route est particulièrement dense. Elle couvre tous les sujets et comporte aussi bien des mesures législatives que réglementaires ou d'autres laissées à la discussion avec les partenaires sociaux et les élus locaux. Une chose est certaine en tout cas, nous entrons dans une nouvelle phase d'action. Devant vous, je ne vais pas présenter de manière exhaustive l'ensemble de ces chantiers. Je souhaite plutôt, sur chacun de nos grands axes d'action, en partant des préoccupations de nos compatriotes, insister particulièrement sur certains défis, certaines mesures, certaines avancées concrètes. Premier pilier de notre action, le travail, le plein emploi et la réindustrialisation. Aujourd'hui, la première préoccupation de nos compatriotes, c'est le pouvoir d'achat. Depuis la fin de la crise sanitaire, nous avons pris des mesures fortes pour protéger les Français face à la flambée des prix de l'énergie et limiter l'impact de la hausse des prix des carburants. Récemment encore, nous avons agi pour limiter la hausse des prix de certains produits alimentaires
avec le trimestre anti-inflation. Si ces mesures ont permis de contenir l'inflation, beaucoup de nos compatriotes éprouvent toujours des difficultés. Aussi, dans les prochains mois, nous allons maintenir les boucliers sur les prix de l'énergie et faire un point mi-juin sur l'efficacité du trimestre anti-inflation. Ma conviction est claire, chacun doit prendre sa part. Les distributeurs peuvent agir sur leurs marges et les industriels accepter des renégociations quand le cours des matières premières a baissé. Dans ce contexte, nous devons aussi collectivement agir pour revaloriser les salaires. Là encore, chacun a sa responsabilité. Le gouvernement prend la sienne avec une nouvelle revalorisation du SMIC au 1er mai. En un an, le SMIC aura augmenté de plus de 6%. Les employeurs doivent prendre leur part, notamment en offrant de vraies progressions de carrière. J'y reviendrai. Dans ce contexte, je souhaite que des négociations sur la revalorisation des grilles salariales s'engagent au plus vite dans les branches. Améliorer les revenus, cela passe aussi par une distribution plus juste des richesses produites par les entreprises. Dans les 3 mois qui viennent, le Parlement débattra du projet de loi transposant l'accord entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur. C'est un texte important. Jusqu'ici, seules les entreprises de plus de 50 salariés avaient l'obligation de proposer un dispositif de partage de la valeur à leurs salariés. Cet accord permettra de toucher toutes les PME en abaissant le seuil de 50 à 11 salariés pour une durée de 5 ans au moins. Par ailleurs, les entreprises de plus de 50 salariés qui font des résultats exceptionnels auront l'obligation de négocier la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur. Mais au-delà de la question des salaires, d'ici le 14 juillet, nous souhaitons bâtir avec les organisations syndicales et patronales un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail. Perspectives de carrière et reconversion, prévention de l'usure professionnelle, emploi des seniors, compte épargne-temps universel, suite de la réforme de l'assurance chômage, tous les sujets sont sur la table avec les partenaires sociaux pour améliorer la vie au travail. Enfin, nous devons continuer nos efforts pour baisser le chômage et atteindre le plein emploi. Nous voulons un service public de l'emploi plus efficace, au niveau national comme territorial, avec une gouvernance partagée entre l'État, les collectivités et les partenaires sociaux. Nous voulons lever les freins à l'emploi, simplifier les démarches, mieux répondre aux besoins des employeurs et renforcer l'insertion professionnelle. Avec les départements, nous souhaitons accompagner davantage et inciter à la reprise d'activité les personnes les plus éloignées de l'emploi, comme les bénéficiaires du RSA. C'est le sens de France Travail, et un projet de loi pour le fonder sera présenté début juin. Par ailleurs, pour préparer les emplois de demain, nous devons mener une réindustrialisation décarbonée de notre pays. Nous y parviendrons en continuant le déploiement de France 2030 dans tous les territoires. Le projet de loi Industrie verte nous permettra d'accélérer. Il sera présenté en Conseil des ministres à la mi-mai et débattu au Parlement cet été. Enfin, nous formerons davantage aux métiers et aux secteurs d'avenir. C'est dans ce cadre que nous mènerons les réformes de l'orientation, du lycée professionnel et la montée en puissance des programmes de formation dans l'enseignement supérieur. Le deuxième pilier de notre action, c'est la transition écologique. Les effets du dérèglement climatique inquiètent nos compatriotes. Ils sont une source d'angoisse, notamment pour beaucoup de jeunes. Pour y faire face, nous déployons une planification écologique ambitieuse et les 3 prochains mois seront l'occasion d'une accélération dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Nous avons lancé notre plan de sobriété pour l'usage de l'eau avec de premières actions concrètes qui porteront leurs fruits dès cet été. Nous déploierons une nouvelle gestion de nos forêts, une proposition de loi d'ores et déjà votée au Sénat sur la prévention des feux de forêt sera discutée à l'Assemblée nationale à partir du 15 mai. Elle permettra par exemple d'améliorer l'organisation du débroussaillement et donc de limiter le risque d'incendie.
Ensuite, pour la rénovation thermique des logements, nous proposerons un accompagnement personnalisé via Mon Accompagnateur Rénov', qui conseillera les Français et leur indiquera les professionnels agréés. Nous allons aussi accélérer l'ouverture de guichets France Rénov' dans toute la France, avec pour objectif de disposer d'au moins un guichet par intercommunalité. Le quotidien de nos compatriotes, ce sont aussi les transports. Nous devons continuer à les décarboner et offrir des alternatives accessibles à la voiture thermique. C'est le sens de notre investissement de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le ferroviaire, qui permettra de lancer des services express régionaux métropolitains dans une dizaine de territoires. Nous voulons mener cette nouvelle donne ferroviaire avec les régions et les collectivités concernées. Début mai, des concertations démarreront pour préparer les futurs contrats de plan État-région. Concernant la voiture, nous lancerons dès l'automne une offre de location de véhicules propres à prix accessible. C'était un engagement du président de la République. Il sera tenu. Au-delà des transports du quotidien, je souhaite que les prochains mois permettent de s'attaquer au chantier des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien. Un plan d'action concret sera présenté en juin au Salon du Bourget. Trop souvent, nos compatriotes ont le sentiment que la lutte contre le dérèglement climatique ne repose que sur eux. Nous voulons au contraire que chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut faire. La moitié des efforts à réaliser seront donc demandés aux entreprises, et notamment aux grandes entreprises, dont beaucoup se sont d'ores et déjà pleinement engagés dans cette démarche. C'est le sens de la feuille de route de décarbonation des grandes filières industrielles et des 50 sites les plus émetteurs qui sera finalisée fin juin. Troisième pilier de notre action, offrir une société de progrès et renforcer nos services publics. Aujourd'hui, la santé est au cœur des préoccupations de tous nos concitoyens. La question de l'accès aux soins, le défi du recrutement des soignants ou la situation de notre hôpital public inquiètent les Français. Comme le soulignait le président de la République hier, nous avons beaucoup investi depuis 6 ans dans notre santé et notre hôpital, notamment à travers le Ségur de la santé. Mais aujourd'hui, sans attendre que la levée du numerus clausus pour les étudiants en médecine ne produise ses effets, nous devons aller plus loin. Nous devons libérer du temps médical et apporter de nouvelles réponses adaptées en nous appuyant sur les conclusions des conseils nationaux de la refondation dans les territoires. D'ici fin 2024, l'assurance maladie financera le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires. Ils seront donc 10 000 au total et libéreront du temps aux médecins. Dès la rentrée, 2 000 places supplémentaires dans les instituts de formation en soins infirmiers seront proposées. C'est une augmentation de 4 000 places en 2 ans et des infirmiers en plus pour les prochaines années. Par ailleurs, dès à présent, l'assurance maladie prend contact avec les 600 000 Français atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant pour leur en trouver un d'ici la fin de l'année. Sur le plan législatif, le Parlement débattra en juin de la proposition de loi relative à la santé et au territoire. Notre objectif est de garantir un accès aux soins à chacun, où qu'il vive. J'ajoute que nous devons continuer notre action pour désengorger les services d'urgence, notamment à travers la généralisation des services d'accès aux soins via le 15, qui propose une solution médicale à chaque patient sans nécessairement passer par les urgences. Enfin, nous allons donner plus de liberté aux acteurs locaux. J'ai annoncé récemment que les agences régionales de santé pourraient déroger aux règles nationales quand les situations locales l'imposaient. Par exemple, pour ouvrir un service ou installer un scanner supplémentaire. Les solutions pour la santé ne sont pas les mêmes à Rodez, dans le centre de Paris, ou à Pointe-à-Pitre. L'autre grand défi dont nous parlent les Français, c'est l'éducation. La rentrée 2023 sera l'occasion d'une réelle transformation de notre école en répondant aux attentes de nos compatriotes et des personnels éducatifs
qui se sont notamment exprimés dans le cadre des CNR territoriaux. Un sujet revient régulièrement, celui des professeurs absents pour de courtes durées. Alors nous allons changer concrètement les choses et à partir de la rentrée prochaine, les remplacements de courte durée seront effectués au sein même de l'établissement. En matière d'éducation toujours, de nombreux parents s'inquiètent de la maîtrise des savoirs fondamentaux par leurs enfants. Autre avancée concrète, nous allons généraliser à l'école primaire les sessions hebdomadaires de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques. Ces avancées, parmi d'autres, s'inscrivent dans le cadre du nouveau pacte enseignant annoncé par le président de la République, avec une hausse historique de la rémunération de tous les professeurs jusqu'à 500 € supplémentaires par mois. Ça aussi, c'est du concret. Parmi les inquiétudes les plus fortes de nos concitoyens se trouve également le logement. Nous voulons faciliter l'accès au logement de tous les Français, notamment dans les zones où l'offre est insuffisante. Aussi, je vous annonce que nous allons mobiliser la Caisse des dépôts pour racheter des logements neufs qui peinent à trouver des acquéreurs et débloquer ainsi les programmes en attente, solliciter les banques pour améliorer l'accès au crédit des ménages et donner de la visibilité sur l'évolution du prêt à taux zéro. Enfin, j'ajoute que nous continuerons à agir pour les personnes en situation de handicap et à bâtir une société plus inclusive. Le président de la République réunira cet après-midi la Conférence nationale du handicap pour prendre de nouvelles mesures. Enfin, le dernier pilier de cette feuille de route, c'est la justice et l'ordre républicain. Pour la sécurité de nos concitoyens, nous allons continuer la montée en puissance des moyens de nos forces de l'ordre, ouvrir 200 nouvelles brigades de gendarmerie et déployer une force d'action républicaine avec des moyens exceptionnels dans un territoire pour une période donnée. L'ordre républicain, c'est aussi le respect de notre souveraineté et de nos frontières. La lutte contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement. Avec le président de la République, nous voulons tout à la fois rendre nos procédures plus efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains. Ils doivent encore dégager une ligne commune entre le Sénat et l'Assemblée, tenant compte de la nécessité de trouver une majorité dans chaque assemblée autour d'un texte nécessairement équilibré. Aujourd'hui, ils n'y sont manifestement pas. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité. Mais nous voulons et pouvons dès maintenant renforcer notre action sans passer par la loi. Face à une pression migratoire accrue à la frontière italienne, nous mobiliserons dès la semaine prochaine 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Plus largement, je vous annonce que d'ici l'été, nous lancerons l'expérimentation d'une force aux frontières, ou Border Force, à la frontière italienne. Elle associera plus étroitement forces de sécurité intérieure, douaniers et militaires. Sa mise en place devra être effective dans les 6 mois. Nous voulons mieux faire respecter l'ordre républicain sur notre sol, mais également dans le monde virtuel. Là encore, c'est une préoccupation, notamment de nombreux parents, qui s'inquiètent des contenus auxquels leurs enfants sont exposés. Nous présenterons ainsi début mai un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Nous porterons des mesures nouvelles pour lutter contre le cyberharcèlement ou pour prévenir l'exposition des enfants à des contenus pornographiques. Nous agirons également contre la fraude en ligne, par exemple
avec un filtre anti-arnaque qui signalera aux utilisateurs les sites Internet considérés comme frauduleux. C'était un engagement du président de la République. L'ordre républicain, c'est aussi répondre aux incompréhensions des Français face à un système judiciaire qu'ils trouvent souvent trop complexe et trop lent. Les États généraux de la justice nous ont fourni le diagnostic, c'est désormais le temps de l'action. Nous voulons simplifier, moderniser, réduire les délais de notre justice et protéger nos concitoyens. Ainsi, nous lancerons le recrutement de 10 000 personnels supplémentaires, notamment des magistrats et des greffiers. Nous agirons aussi pour réduire les délais de traitement des affaires. Dans cette optique, nous donnerons aux magistrats la capacité de s'appuyer sur une équipe plus étoffée. L'ensemble des dispositions nécessaires pour ces avancées feront l'objet d'un projet de loi débattu au Parlement dès le mois de juin. J'ajoute que la lutte contre les injustices doit aussi concerner celles et ceux qui fraudent. Les Français nous parlent régulièrement de leur ras-le-bol face à la fraude fiscale ou sociale. Nous présenterons donc en mai un plan fraude dont les premières mesures seront mises en place avant l'été. Nous voulons améliorer les contrôles pour qu'ils soient plus efficaces et plus ciblés, notamment dans le cadre de l'évasion fiscale. Enfin, il ne peut y avoir d'ordre républicain sans maîtrise des finances publiques. C'est une des conditions de notre souveraineté. Nous veillerons donc à concilier le financement de nos priorités avec notre trajectoire budgétaire, en particulier notre cible de déficit public. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais partager avec vous 3 convictions fortes qui animent mon action. La première, c'est l'Europe. Transition écologique et énergétique, réindustrialisation, souveraineté alimentaire, défis du numérique, respect de nos frontières. Ces défis ne connaissent pas de solution purement nationale et c'est en européen que nous pourrons agir, peser et offrir des solutions aux Français. Alors concrètement, pour mieux contrôler les frontières extérieures de l'Europe, nous soutenons le renforcement de Frontex et de la coopération avec les pays de départ. Pour le pouvoir d'achat et la souveraineté énergétique, le marché européen de l'électricité est en train d'être réformé. Pour la transition écologique, une taxe carbone aux frontières a été adoptée. Les règles pour les aides d'État sont adaptées pour soutenir les industries décarbonées et nous portons des clauses dans les accords internationaux contre la concurrence déloyale des pays qui ne respectent pas nos critères sociaux et environnementaux. Ma deuxième conviction, c'est que la transition écologique passe par la planification écologique. Au cours du mois de juin, nous présenterons une vision d'ensemble de notre action avec un projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire notre stratégie énergétique pour les prochaines années, un projet de stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire notre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et un projet de stratégie nationale biodiversité, c'est notre plan d'action pour restaurer et protéger la biodiversité. Ce plan d'action identifie les principaux leviers concrets pour réussir notre transition écologique. Ces actions ont des conséquences directes sur la vie de nos territoires et de nos collectivités. C'est avec elles que nous voulons travailler pour adapter ces leviers à la réalité de chaque bassin de vie, pour lever les obstacles qui nous empêchent aujourd'hui d'accélérer, pour simplifier les procédures et débloquer les financements. La concertation sur cette stratégie et les échanges avec nos territoires et les filières économiques vont nous permettre de bâtir ensemble un projet de loi de programmation énergie-climat que nous présenterons à l'automne. Enfin, ma dernière conviction, c'est que nous devons prendre toutes nos décisions en pensant à notre jeunesse et à son émancipation. En décembre, j'ai lancé les rencontres jeunesse de Matignon, le CNR consacré à la jeunesse. 5 rencontres se sont tenues sur les thèmes de l'écologie, de la vie quotidienne, de l'avenir professionnel, de l'égalité des chances et de l'engagement. Dans les semaines qui viennent, je présenterai un plan d'action pour la jeunesse,
Nourri des propositions que m'ont faites les jeunes pendant ces rencontres, il s'agira de mesures concrètes et attendues. Je proposerai par exemple un plan d'urgence pour les logements universitaires dégradés. Mesdames et messieurs, voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire de cette feuille de route et de cet agenda parlementaire. Je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour Madame la Première ministre, c'est la Bougriou pour LCI TF1. Si vous avez acté aujourd'hui que vous n'aurez pas de majorité sur ce texte sur l'immigration, comment pourrait-il y en avoir sur les autres textes que vous avez fixés dans le cadre de cet agenda législatif? Par ailleurs, vous évoquez une échéance, celle de l'automne. Qu'est-ce qui aura changé d'ici là? Et est-ce que vous pensez que d'ici là, les Républicains auront pu se mettre d'accord entre les deux chambres? Dernière chose, dans ces conditions, maintenez-vous le fait de vouloir éviter l'usage du 49.3? Merci beaucoup. Alors, j'ai noté qu'aujourd'hui, les positions, effectivement, que les échanges que j'ai pu avoir avec les Républicains montrent qu'il n'y a pas forcément encore de position commune entre l'Assemblée et le Sénat, en tout cas qu'elle n'est pas stabilisée. Et donc, nous allons poursuivre les échanges pour pouvoir bâtir autour d'un texte équilibré une majorité dans chacune des assemblées. Donc moi, je suis confiante parce que je pense que c'est un sujet important pour notre pays sur notre capacité à trouver un chemin. Et je vous dis, nous avons une boussole, l'efficacité. Et sur les autres textes, je suis également confiante. Nous allons continuer, comme nous l'avons fait sur les 34 textes qui ont été adoptés depuis le début de la législature, à chercher des majorités, projet par projet ou par bloc de texte. Et donc c'est une méthode qui a fait ses preuves que nous allons continuer. Et donc sur le 49.3, moi je vous redis, ma volonté, c'est évidemment sur chacun des textes de chercher des majorités. Ça n'est pas possible pour les textes financiers, puisqu'on sait bien que voter un projet de loi de finances ou un projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est finalement marquer une forme d'appartenance à la majorité, ce que souhaitent naturellement pas les oppositions. Mais sur les autres textes, nous cherchons des majorités. Bonjour. Bonjour Madame la Première ministre. Bonjour, Francis Brochet pour les quotidiens régionaux du groupe EBRA. Vous avez évoqué votre trajectoire budgétaire. Ce matin, le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis assez critique sur l'état des finances publiques. Il réclame des efforts sur les dépenses publiques qui sont d'une ampleur supérieure à ce qui a pu être fait par le passé. Alors, est-ce que le premier commandement, j'allais dire, de votre feuille de route, c'est pas de préparer le prochain budget, un budget de rigueur budgétaire ? Non, enfin, je pense que vous savez, ça fait depuis notamment la crise Covid que nous avons fait le choix précisément de soutenir notre économie, de renforcer notre croissance, parce que c'est comme ça que nous dégageons des marges de manœuvre. Mais vous faites référence à l'avis du Haut Conseil des finances publiques que j'ai naturellement regardé, qui valide les hypothèses qui sont retenues dans notre programme de stabilité qui précisément vise à anticiper par rapport à la version qui avait été présentée il y a un an la baisse de notre dette et qui vise un déficit de 2,7% en 2027 contre 2,9% dans le programme que nous avions présenté il y a un an. Donc je vous confirme que notre volonté, c'est bien de tenir compte de la situation, du poids de notre dette, de la hausse des taux d'intérêt et donc d'accélérer notre désendettement. Bonjour. Ilyes Ramdani pour Mediapart. Deux petites questions. Une première sur l'échéance du 14 juillet. Le président de la République a dit qu'il y aurait un bilan à faire à ce moment-là. Comment vous évaluerez au 14 juillet la réussite ou non de cette feuille de route que vous nous présentez aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est sur la question de l'égalité des chances et des quartiers populaires. Il y a le plan quartier 2030 qui doit être annoncé. Vous n'en avez pas parlé, je crois. Est-ce que vous ferez ces annonces au président de la République et est-ce que vous inscrivez ça dans un continuum avec la réforme du lycée professionnel, avec le plan mixité à l'école et avec ce plan pour la jeunesse dont vous parliez? Alors, je pense que certains ont, et vous aurez tous, la feuille de route détaillée que je viens de présenter de façon très résumée. Donc il y a un certain nombre d'échéances qui figurent dans cette feuille de route et évidemment, on va s'assurer que ces échéances sont bien respectées, que les actions sont bien engagées, qu'on répond bien à ce qu'attendent les Français, qu'on écoute leurs préoccupations et qu'on accélère dans les réponses concrètes qu'on va leur apporter. Alors, je n'ai pas mentionné le plan quartier 2030, mais il figure bien dans le document qui vous sera remis. C'est évidemment un enjeu majeur. Vous savez, dans les échanges que j'ai pu avoir avec les jeunes,
il y a une très forte attente, notamment sur l'égalité des chances, sur la nécessité de donner confiance à tous les jeunes et plus généralement aux habitants de ces quartiers sur le fait qu'ils peuvent bien accéder aux bonnes formations, qu'ils peuvent bien trouver un emploi. Et donc cette volonté d'émancipation, je peux vous assurer qu'elle est portée par le président de la République et par moi-même. Donc ce sera présenté dans les prochains mois. Je ne vais pas encore vous préciser sous quelle forme, mais c'est quelque chose qui nous tient évidemment à cœur. Et quand vous faites le lien avec la réforme du lycée professionnel, force est de constater effectivement qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'orientations qui se font par défaut, des jeunes qui sont dans des filières qui ne correspondent pas forcément à leurs aspirations, des jeunes qui ont fait leur choix d'orientation en n'ayant pas forcément eu la possibilité de découvrir tous les métiers vers lesquels ils pourraient s'orienter. Donc tout ça, effectivement, fait un tout. Notre volonté d'assurer la capacité pour chacun, où qu'il habite, quelle que soit son origine sociale, qu'il puisse bien accéder à une formation qui l'amène à un métier qui lui plaît. Bonjour Madame la Première ministre, Florent Tardif pour CNews Canal+. Vous expliquez être prêt à travailler avec tous ceux qui sont prêts à travailler avec vous, sans regarder forcément du même côté, c'est-à-dire peu importe la couleur politique, du Rassemblement national à la France insoumise au Parlement. Et vous avouez donc ce matin que vous dépendez... Ça. Non, je ne pense pas avoir dit ça. C'est une question justement que je vous pose. Peut-être que c'est un élément de réponse que vous commencez à me donner. Est-ce que donc vous avouez que vous dépendez de ces alliances de circonstances au Parlement et comment tenir les engagements que vous présentez ce matin alors même que vous dépendez au Parlement de ces alliances de circonstances? Merci. Oui, enfin je pense que ça n'est pas un scoop que nous avons une majorité relative. C'est le cas depuis 1 an. Donc nous allons continuer à rechercher des alliances comme nous le faisons, c'est-à-dire au sein de l'arc républicain. Je vous dis, c'est une méthode qui a fonctionné tous ces derniers mois. Évidemment, ça suppose un travail en amont, ça suppose de savoir aussi tenir compte de la position des autres groupes parlementaires. C'est le travail que fait la majorité présidentielle à l'Assemblée, de chercher aussi à construire des textes transpartisans. Et c'est évidemment le travail que fait le gouvernement, que font chacun des ministres pour arriver à bâtir des majorités autour des textes que nous présentons. Donc, sans le vote des alliés potentiellement situés aux extrêmes de l'Assemblée nationale. Je vous confirme que nous cherchons des majorités au sein de l'arc républicain. Madame Prime Minister, Rama Rajdi, USPA. Je m'excuse d'avance pour la redondance sur l'égalité des chances. C'est ce que j'avais prévu de poser comme question au départ, puisque lors de votre discours de politique générale, vous y tenez beaucoup, cette égalité des chances. Vous l'avez mentionné 9 fois. Après quoi, vous avez lancé le plan de égalité des femmes-hommes, le 8 mars. Après, vous avez lancé fin mars la lutte contre anti-racisme, antisémitisme and anti-discrimination. Et aujourd'hui, nous allons avoir cet après-midi, pour ce qui concerne la minorité des handicaps, la CNH avec les 70 mesures qui seront présentées par le président. Avant que vous arriviez à Matignon, il était question de transversalité entre les ministères. Et là, on parle plutôt maintenant de ce co-construction, qui est un terme qui me tient très à cœur. Est-ce que vous travailler de cette manière-là aujourd'hui par rapport à votre nouvelle feuille de route et cette égalité des chances entre les ministères, mais aussi les territoriaux et ce conseil de refondation nationale pour arriver à des résultats pragmatiques et éviter justement les doublons. Thank you. Alors, je vous confirme que quand on veut progresser sur l'égalité des chances, c'est une mobilisation de beaucoup de ministères. Enfin, vous voyez, par exemple, si on prend dans le champ strictement relevant du gouvernement, ça peut être la stratégie sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Ça a été le dédoublement des classes de CP dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça peut être ensuite des mesures qu'on met en œuvre avec les collectivités. C'est le cas, par exemple, de la cantine à 1 euro, des petits déjeuners gratuits. Donc moi, je suis convaincue que si on veut effectivement répondre à ce défi de l'égalité des chances qui me tient à cœur, on doit travailler non seulement avec tous les ministres, tous les ministères, mais qu'il faut aussi naturellement associer les collectivités locales, notamment, qui ont un rôle très important dans ce domaine. Et vous savez, quand j'ai réuni le premier comité interministériel du handicap,
j'ai tenu à ce qu'il y ait des représentants des associations de collectivités locales, parce qu'on peut évidemment vouloir avancer sur un sujet majeur comme l'accessibilité, mais à la fin, les aménagements, ils se font bien dans les territoires des collectivités. Et donc, travailler sur ce sujet, comme sur d'autres, la main dans la main avec les collectivités, c'est la bonne façon d'avancer et d'avoir des résultats concrets et visibles pour nos concitoyens. Bonjour Virginie Riva, Contexte. J'aurais 3 demandes de clarification sur 3 sujets. Vous avez parlé de nos finances publiques. Est-ce qu'il y aura une loi de programmation des finances publiques, en sachant que vous ne l'avez pas cité? Enfin, sur la santé, vous avez parlé d'une PPL. Je n'ai pas très bien compris s'il s'agissait de la PPL Valletoux. Et sur le partage de la valeur, pour quelles raisons avez-vous décidé de ne pas l'intégrer dans un projet de loi travail? Merci. Alors, je vous confirme qu'il y aura une loi de programmation des finances publiques qui devrait être débattue à l'Assemblée, je pense, au cours du mois de juillet. Sur la proposition de loi, je fais en effet référence à la proposition portée notamment par Frédéric Valletoux. Et sur le partage de la valeur, nous avons souhaité qu'il y ait un texte dédié. C'est un accord qui suppose un travail délicat pour passer d'un accord à des dispositions législatives. Et donc, ça fera l'objet d'un texte spécifique pour pouvoir le présenter, le débattre le plus vite possible au Parlement. Encore 2 questions ? Bonjour, Madame la Première ministre. Jacques Serret, Europe 1. Le président de la République avait annoncé 3 chantiers prioritaires. Aujourd'hui, vous nous annoncez 4 chantiers. Pour quelle raison ? Par ailleurs, vous allez ajouter ou pas une charge. Par ailleurs, le président avait fixé 100 jours. Aujourd'hui, votre feuille de route va bien au-delà de ces 100 jours. Est-ce à dire que vous nous affirmez aujourd'hui que votre mandat à Matignon ira au-delà du 14 juillet ? Alors, donc, je vous rassure, les axes sont les mêmes. Simplement, pour la simplicité de la lecture, l'axe sur les progrès qui concernent nos services publics, santé, notamment éducation et transition écologique. Pour la simplicité, la clarté, on a préféré, compte tenu du nombre de chantiers, le dédoubler. Mais on parle bien des mêmes priorités du président de la République. Et je reformule ce que le président de la République a demandé, c'est qu'au cours de ces 100 jours, on montre aux Français qu'on entend leurs priorités, leurs préoccupations et qu'on accélère. Et évidemment, cela suppose d'avoir des actions pendant ces 100 jours, mais aussi un calendrier dont vous avez effectivement raison, il se poursuit au-delà. Et donc, c'est effectivement un programme d'action complet qui est présenté. Bonjour Madame la Première ministre, Mathieu Coache, BFM TV. Juste une précision sur le 49.3, parce que je n'ai pas totalement saisi votre réponse. Est-ce que vous l'utiliserez pour des textes hors budgétaire, oui ou non, comme vous l'aviez dit à l'AFP il y a quelques semaines? Non, mais je vous confirme que mon objectif, comme c'est le cas depuis le début de la législature, et je pense qu'on ne peut pas tout à la fois nous reprocher l'utilisation du 49.3, donc je confirme que c'est un outil constitutionnel et donc qu'il est légitime de l'utiliser, et en même temps nous reprocher d'avoir l'objectif de trouver des majorités texte par texte. Simplement, il y a une différence entre un objectif et un engagement. Vous aviez pris un engagement, aujourd'hui ça devient un objectif. C'est juste pour être clair là-dessus. Non, mais je vous confirme que c'est un objectif, l'objectif de trouver des majorités texte par texte. Donc plus un engagement. Voilà, objectif. Merci.